Wolof bi leerul noonu donc je vais pas trop donc le fatiguer à parler wolof, donc on va parler plus français. Alors il s'appelle Ibrahima Silla, donc il est chef d'entreprise précisément, donc PDG de Salam Transport. Bonjour ou bonsoir Ibrahima. Bonjour Seydou, yaa ngi may tooñ de. maa ngi lay tooñ ah kon ñoo xooloo ba. Non. maa ngi lay ñëw ku nekk tur ak santam. Je salue tout le monde, je salue mes parents, je salue toute la diaspora. Et à tous les gens qui nous suivent, et je remercie Malika TV pour cette invitation aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, de la relance économique, donc post-Covid-19, pour parler aussi de beaucoup des paramètres d'investissement ici dans ce pays. Donc, tout à l'heure, alors quand on parle de relance économique, on parle de relance économique donc du Sénégal. Alors peut-être que le secteur privé national ou les entreprises qui sont ici même au pays devraient être des priorités. Est-ce que le débat devait être à Paris ou ici à Dakar avec des chefs d'entreprise comme vous d'ailleurs? Oui, donc la question est un petit peu ambiguë aussi. Moi, je vous dis mon point de vue à moi par rapport à tout ça, même si j'ai très bien compris le cher confrère. Et sur tout ce qu'il a dit, il a tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Après, vous savez, quand vous vivez dans un pays, il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Moi, au début, voilà, c'est vrai que dès qu'on arrive ici, il y a des codes qu'on comprend pas. On a l'impression qu'ici, il y a une certaine logique, que les sociétés privées, normalement, il y a des pays où vous savez que dès qu'il y a des gens, entre guillemets, comme nous, entrepreneurs ou investisseurs qui viennent, on nous accueille les bras ouverts. Effectivement. Et je me suis rendu compte que malheureusement, au Sénégal, ici, c'est une autre mentalité, un autre mode de fonctionnement. Et voilà, on apprend aussi par rapport à ça. Après, concernant le débat du président à l'étranger, je peux pas trop en parler parce que je sais pas si c'est un programme, un calendrier qu'il a, ou ce qu'il a fait, ou ce qu'il a. Moi, en tout cas, voilà, je pense que c'est vrai que ça aurait été peut-être judicieux de conseiller directement ceux qui sont directement dans le pays parce que c'est nous qui sommes là. Après, voilà, peut-être qu'il a fait ça aussi pour sensibiliser les gens de la diaspora, mais il faut que les gens de la diaspora comprennent qu'ici, il y a des réalités que le président ne peut pas expliquer et qu'ils ne seront jamais, tant qu'ils sont pas venus ici, on peut pas investir dans un pays qu'on ne connaît pas. On ne peut pas vivre dans un pays qu'on ne connaît pas. Il faut arrêter les trucs de folklore, là, dire ah bah c'est bon, c'est l'Eldorado, on peut investir au Sénégal, tout est beau, tout est rose. Moi, pour moi, c'est pas le cas. Mais pour aller dans le vif du sujet, moi j'ai arrêté de me plaindre. En fait, j'ai compris qu'ici, en fait, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Je pense que si on rentre dans les logiques de oui, le président il ne fait pas ci, le président il ne fait pas ça, on va jamais avancer. Moi, je pense qu'à un moment, il faut tout stopper. Nous aujourd'hui, on est là. Après, je critique pas parce qu'on n'est pas là pour donner de la valeur ou quoi que ce soit, mais je pense que nous on est là aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans qu'on est installé au Sénégal, on a investi pas mal d'argent, on a plusieurs salariés et on a été approché par personne. On n'a pas eu d'aide, on n'a pas eu d'exonération, on n'a pas eu de soutien, on n'a pas eu d'encouragement, on n'a pas eu de reconnaissance. Donc voilà, abonnement, quand on voit tout ça, on se dit en fait c'est peut-être une mentalité, c'est une mœurs, mais ça nous forge aussi. Ça montre que en fait on dépend que de soi-même. Parce que si on attend des autres en train de se plaindre, on n'avance pas. Donc on a réfléchi comme ça, on a cette logique-là. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait au Sénégal, ça ne servait à rien de venir. J'entends beaucoup, c'est un peu la mentalité sénégalaise en général. Dès qu'il y a un problème, le président défoule le président il a pas fait ci, le président il a pas fait ça. En fait c'est un peu dans nos... On se plaint tout le temps. Mais à bout d'un moment, il faut attraper le taureau par les cornes et après nous-mêmes se donner justice. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le bon sens, hein, je parle. Mais moi, c'est ma logique. Moi, j'ai arrêté de me plaindre, j'ai arrêté de demander. Je sais qu'il y a plusieurs organismes qui ont été créés parce que j'ai vu que Macky Sall avait fait ce qu'on appelle, je crois, Sénégal émergent, je sais pas, pour les jeunes, tout ça. Mais voilà, on a tapé un peu toutes les portes, on a regardé. Et voilà, moi, je dis pas qu'on s'est heurté à des murs, mais voilà, moi, ma déduction à moi, c'est que, à tous qui m'écoutent, c'est quand vous venez au Sénégal, ne vous attendez pas à l'Eldorado. Si vous avez du courage, déterminé, de la volonté, tout est possible parce que c'est Dieu qui donne. Mais ne vous attendez pas à, voilà, c'est pas l'Europe, c'est pas New York, c'est pas les États-Unis. C'est pas une critique, hein, c'est juste que chaque pays a sa mentalité, chaque pays a ses normes. Et tu es bien placé pour en parler. Je suis bien placé pour en parler. Après, c'est malheureux. C'est vrai que les gens, ils regardent peut-être, entre guillemets, le succès, ou bien ils regardent peut-être le développement d'une entreprise, mais ils ne connaissent pas les réalités. Et après, je peux pas non plus, on peut pas toujours plaindre le président, le gouvernement, parce qu'à un moment, il faut se prendre par soi-même. On peut pas toujours dépendre d'eux, d'une part. Mais ce que je dis à la diaspora et aux gens qui veulent investir ici, il faut venir dans le pays. On peut pas venir au-delà du président, au-delà du gouvernement. Il y a des codes à apprendre ici, il y a des mentalités, il y a des mœurs, il y a des situations, il y a des codes que on peut pas connaître tant qu'on n'est pas là. Et en même temps, ça nous forge de l'expérience, de la connaissance, de la mentalité. On développe, on regarde, on apprend pourquoi, du comment. Et voilà, et je pense que dans la vie,
qui que ce soit vous, nous, je pense qu'on a toujours appris à dépendre de soi-même. Quand on est à l'école, quand on travaille, c'est pour soi-même. C'est pas pour papa, c'est pas pour maman, c'est pas pour le professeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que il faut grandir avec ce genre de mentalité, se forger une personnalité, se forger un caractère et aller de l'avant. Voilà, Mais Ibou, en tant que chef d'entreprise, est-ce que dernièrement vous avez senti un peu quand même cet État qui dit réellement je veux relancer l'économie? Alors, quand on relance cette économie, ça passe par les entreprises. Parce que durant le Covid-19, on a beaucoup parlé des entreprises qui allaient faire faillite, des entreprises qui ont quand même subi quand même vraiment donc en plein fouet donc ces crises-là. Alors, est-ce que dernièrement, vous avez senti quand même que le gouvernement est en train de mettre des choses en place? Bon, toi, tu as dit personnellement que tu n'as jamais été approché par l'État, il n'y a eu jamais de subvention ou d'aide, mais quand même là, on parle de relance économique. Est-ce que vous avez senti que l'État est vraiment prêt à relancer l'économie sénégalaise à travers le secteur privé sénégalais? Bon, après, moi, on est dans le secteur privé exactement. Comme je disais tout à l'heure, vous voyez que je suis revenu à dire qu'on n'a eu aucun soutien et aucune aide, c'est qu'il n'y a eu aucun soutien, aucune aide dans tous les domaines. C'est aujourd'hui, comme vous l'avez expliqué, avec le Covid qui a eu lieu aujourd'hui, ça nous a beaucoup ouvert les yeux. Ça nous a appris beaucoup de choses, ça nous a appris l'état d'un pays, la gérance, tout ça. Après, je parle pour notre société même. C'est vrai que normalement, on aurait dû avoir des aides. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai entendu des milliards ici, 100 milliards dans le transport, ceci, cela. Aujourd'hui, on a reçu 0 franc. On est resté 5 à 6 mois sans fonctionner, 5 à 6 mois sans travailler. Mais voilà, avec l'aide de Dieu, heureusement qu'on a réussi quand même à gérer, parce que chacun gère de sa manière. Il y en a qui ont un petit peu d'économie de côté, il y en a qui sont financés par d'autres personnes qui les soutiennent, il y en a qui arrivent à rembourser, d'autres qui sont dans les dettes, d'autres qui sont pas dans les dettes. En fait, chaque situation est différente. Mais voilà, moi je rends grâce à Dieu, on a quand même réussi, on va dire, à passer cette crise du Covid, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'aide de personnes. C'est vrai qu'on s'attendait à un soutien du gouvernement, même si c'est vrai que c'est pas beaucoup, même c'est vrai qu'on touche pas des millions, des milliards, mais c'est symbolique, ça nous rassure, ça nous dit que au moins, on est protégé par un gouvernement, ils savent quand même qu'on est là. Vous voyez, ça crée une harmonie, une confiance entre nous. Mais quand vous voyez qu'il y a rien, qu'on est obligé de négocier, on est obligé d'aller voir des démarches à gauche, à droite, on a couru à gauche, à droite, on a fait des réunions avec les ministres, on nous a promis des centaines de millions, des gérances, on a amené les factures, on a amené les 4 mois sans travailler, on a amené tout. Donc, vous voulez dire que tous ces milliards qui ont été annoncés pour le transport, vous n'avez rien reçu? Ça, le transport, on n'a rien reçu. À l'heure où je vous parle, le Covid est passé. Et je vous le dis, je suis pas le seul. C'est pour ça que moi, en fait, je pense, après, quand je vais expliquer, je pense plus aux autres. Pourquoi je pense aux autres? Parce que moi, je me suis déjà fait une idée. Nous, on est déjà dans l'idée de, on peut compter sur personne. Parce que si on commence toujours à compter sur quelqu'un, en général, soit on est déçu, ou soit après, il y a une contrepartie. Il y a toujours quelque chose qui on va dire, c'est un peu malsain. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai ma logique où je me dis, on avance et on se bat. Voilà, on se remet à Dieu. Et puis voilà, je pense que tout est possible. Maintenant, c'est plus peut-être pour certaines situations, parce que comme on l'a souligné tout à l'heure, ici au Sénégal, il y a beaucoup d'informels. Et c'est les informels, en fait, surtout, qui souffrent et qui sont impactés encore plus que les sociétés privées. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous, même si l'État ne nous aide pas, on va trouver une solution, on va s'en sortir, on va essayer de... C'est dur, mais au moins, voilà, on va dire, on est déjà préparé, parce que quand vous avez une société, vous avez déjà des prévisions, on va dire entre guillemets, voilà, donc on essaie de gérer. Mais là où je pense beaucoup à eux, c'est mes collègues, surtout qui sont dans l'informel, qui en pâtissent. Et aujourd'hui encore, ils ont les conséquences. Donc après, voilà, nous, on est là aujourd'hui, on se bat. C'est dommage, hein, c'est triste, hein, parce que c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, les secteurs privés, le seul, on va dire, garantie, ou la seule assurance, entre guillemets, c'est le gouvernement. C'est eux, normalement, qui doivent nous accueillir les bras ouverts et nous faire comprendre que vous êtes là pour développer l'économie du pays, pour avoir des salariés, et ben, on sera là pour vous. Et c'est vrai que le Covid, je pense que ce soit sentimentalement, familialement, au niveau du travail et tout, je pense que ça nous a ouvert beaucoup les yeux à beaucoup de personnes. Donc voilà, nous, aujourd'hui, on a vu ce que ça nous a fait. Alors, et aujourd'hui, on n'a eu aucun résultat, rien. Alors, Pape Ousmane, est-ce que finalement... Ce que tu as dit, j'ai la réponse. Bon, après, ma réponse à moi, parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est en étant dans le pays que tu captes pourquoi tu es là. Tout à l'heure, Seydou a posé une question où il a dit, est-ce que c'est facile pour nous? Nous, moi je parle pour ma part, on a 2 handicaps. Déjà, comme j'expliquais, dans le privé, venir investir ici, c'est très dur, parce qu'il y a des réalités que les gens ne captent pas. Deuxièmement aussi, on est catalogué. On nous dit, ah, c'est le petit toubab, ah, ils ont les moyens,
oh, c'est le France-Nabais, c'est l'expatrié. En fait, alors que tu es sénégalais. Ces mots-là, ça me fait mal parce que mon père sénégalais, ma mère sénégalais, j'ai la carte d'identité, le passeport sénégalais. Donc après, bon, je peux le comprendre parce que c'est comme ça, c'est des codes, il faut l'accepter. Donc déjà, on part sur ce handicap-là. Voilà, préjugé tout de suite. Donc partout où je rentre, on regarde avec des pincettes. Lui, pour être témoin, on a commencé plusieurs villes. Les gens disent non, c'est qui, c'est quoi, c'est des prête-noms, c'est pas possible. En fait, eux, quelqu'un qui travaille, qui a envie de travailler, ça choque. Et le choc mène des fois à la méfiance. La méfiance mène à la jalousie. La jalousie mène à la méchanceté. Donc en fait, tout est là-dedans. Donc ça veut dire que si on n'a pas ces réalités-là, on va tout droit dans le mur. Donc ça, avec l'aide de Dieu, on a réussi à détecter ça, donc à prendre de la hauteur. Mais c'est une réalité que mes compatriotes expatriés à l'extérieur doivent en tenir compte s'ils viennent dans ce pays-là. Ça, c'est un. Ta question. Mentalité. Le Sénégalais, il est né, des fois en général, il y a des problèmes. On arrive là où il vit, il y a les coupures de courant. Des fois, il n'y a pas d'eau. Le gars, il habite à Keur-Massar pour aller à l'université. Ici, là, il se lève à 4 h du matin pour arriver à 8 h. Pour retirer 12 000 francs à la GAB, il fait la queue de la GAB jusqu'au Brèche Doré. Vous voyez ce que je veux dire? Il rentre dans un car, il met 4 heures. C'est comme un Dakar Kungle pour aller juste à l'université à côté. Donc en fait, voilà. Donc en fait, ça plus ça, le Sénégalais, à 90%, il peut pas être productif. Un Chinois, il est né là-dedans. Un Français, dès qu'on va à l'école, on est en fait conditionné. Malheureusement, un Sénégalais. Après, c'est pour ça qu'au début, je l'ai plaigné, mais à un moment, en fait, il faut creuser. Pour voir les conditions se dire, dans lesquelles voilà, faut dire pourquoi le Sénégalais, le Sénégalais, en fait, le problème c'est qu'on est conditionné. Souvent, et c'est pas une critique parce que c'est la vie qui est comme ça. Souvent, on a vécu dans une famille où c'était compliqué. Les parents ont fait des sacrifices. Voilà, quand on va à l'école, moi, je suis allé m'imprégner un petit peu. Je suis à l'université, par exemple. Même pour manger à la cantine, tu fais la queue. Derrière, il y a même un gars qu'ils ont tué parce que l'autre a dépassé l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même pour avoir un appartement à la fac, c'est de la magouille. Donc en fait, tout ça... Les codifications, c'est toujours... Comment un gars qui quitte l'école, avec tout ce qu'il a vécu, le coupure de courant, il n'a pas d'eau pendant 1 mois, il travaille avec des bougies, il arrive, le camion tombe en panne, il prend le carmoulide, il met 4 heures pour arriver là-bas, il arrive à l'école, l'amphithéâtre, il reste debout. Tu vois ce que je veux dire? Pour avoir un stylo, la bourse, il faut négocier, des fois on paye, des fois on paye pas. Donc en fait, tout ça, comment vous voulez que le Sénégalais, il arrive le jour J ou bien quand il est dans l'infraction ou dans le travail, il peut être productif, c'est impossible. Et en fait, c'est pour ça que d'un côté, donc on se c'est dit, les séquelles un peu de... Non, mais c'est pas un peu, c'est le cas. Donc moi, au début, je comprenais pas. Je me dis, mais attendez, c'est pas, je vais pas comparer les deux pays. Mais par exemple, un Français, entre guillemets, quand on lui dit 10 heures, c'est 10 heures. Vous me suivez ou pas? Un Sénégalais, on lui dit 10 heures, il va venir à 11 heures. C'est pas grave jusqu'à présent. Mais quand on lui dit, pourquoi tu viens pas à l'heure? On dit, toi, t'es trop toubab. Alors que la différence entre ça, l'heure, c'est pas le toubab ou le Sénégalais. L'heure, c'est un respect. Quelqu'un qui vous dit, je suis là à 10 heures, c'est qu'il a prévu de se lever 2 heures avant pour être au rendez-vous devant vous. Mais ce geste qu'il a fait, c'est une marque de respect envers la personne. C'est des codes qu'ici, on ne comprend pas. Hier, j'étais à un rendez-vous dans l'administration là-bas, je sais plus, c'était vers Diamniadio. J'avais rendez-vous à 15 heures, le gars vient à 17 heures. J'arrive dans 10 minutes. Qui t'avait donné... Non, rendez-vous. J'avais une panne, je dois prendre un camion, je suis là dans 5 minutes. En fait, 3 heures. Mais le problème, c'est que c'est moi qui ai besoin. Donc, je suis obligé de prendre sur moi. Donc, quand vous avez ces réalités-là déjà, c'est dur de venir et d'être productif. Donc, en fait, déjà, je pense que tout dépend de l'éducation. C'est pourquoi je disais qu'il faut qu'on questionne nos performances publiques. Moi, je vous le dis, moi de ce que j'ai observé... Si l'administration a ces difficultés-là pour accompagner le plan Sénégal émergent, vous voyez un peu pourquoi il nous est difficile de ressentir... Dans le pays, il n'y a qu'une seule université. C'est-à-dire quelqu'un qui habite à Mbour, ça dit, il est obligé de venir ici à l'université. Donc déjà, comment tu veux, conditionnellement? Mais Ibou, moi, j'aimerais savoir, après avoir fait ce diagnostic-là et d'avoir réalisé que c'était ça, certains problèmes, comment tu as fait quand même, comment vous avez fait en tant que chef d'entreprise pour quand même dire, OK, ils ont tous ces problèmes-là pour être productifs. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils soient productifs? Déjà, la première chose, c'est de se mettre à leur place. Ne pas juger les gens. Parce qu'au début, c'est vrai, quand on vient en entrepreneur, on dit, ah, ici au Sénégal, ils sont trop impolis. Au Sénégal, ils viennent jamais à l'heure. Sénégalais, ils bouffent ton argent. En fait, on a tout de suite un préjugé. Donc, dès que tu viens, déjà, comme je l'ai expliqué, il faut te fondre à la personne. Parce que quand tu dis que tu es Sénégalais,
il faut que tu comprennes le Sénégalais. Ouais. Quand tu dis que tu es Sénégalais, il faut que tu t'imprègnes dans le Sénégalais. Tu peux pas venir comme ça, faire le Zorro, dire que tu viens de la France, tu te prends pour Superman. Messi, quoi. Tu ne peux pas. Il faut que tu viennes déjà, que tu comprennes la personne. Regardez, moi, par exemple, ça, c'est un truc que j'ai compris. Donc, un Sénégalais qui vient devant moi, je sais qu'il n'est pas productif, je vais comprendre déjà son parcours. Pourquoi tu es comme ça? Tu viens d'où? Le comment? Rien qu'avec ça, déjà, tu as déjà un code, tu as déjà une personnalité qui est devant toi. Ouais. Et après, comme on dit en Wolof, Dengay Masalou, c'est-à-dire que tu viens, tu discutes avec lui, tu le comprends, tu essaies de le mettre dans les bonnes conditions, lui montrer que, certes, je viens de la diaspora, mais je vais essayer de te donner une condition, je vais essayer de te donner on va dire un cercle dans lequel moi j'ai vécu pour que tu sois dans les meilleures conditions. Donc après, voilà, on a des salariés aujourd'hui, et d'ailleurs, je les remercie, et c'est vrai que ça a pris du temps, parce que j'ai vraiment un directeur que je salue, Anoum Badala Diop, qui a fait du très très bon travail parce que c'est très très dur. Lui, par contre, comme je vous dis, des fois, c'est tout le contraire. Lui, il n'est jamais parti en Europe, il a grandi, vécu ici, il est ingénieur, mais il a cette mentalité, il a cette structure, il a cette pensée, il a ce caractère que les Européens ont. C'est-à-dire que lui, c'est droit ou au revoir. Et ça m'a étonné. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, en fait, on a l'impression que tous les Sénégalais comme ça, mais dedans, parce que faut pas oublier que derrière ça aussi, il y a l'éducation qui va avec aussi. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont une pression familiale. Il y a des gens où la maman a tellement souffert, le papa a tellement souffert, que eux, tout de suite, voilà, et eux, tout de suite, c'est l'appât du gain. Ils pensent plus à même leur dignité d'homme, leur condition, leur religion. C'est d'abord la famille, la souffrance qui empathie sur le devant. Malheureusement. Et lui, il a su quand même construire. Ça a pris du temps. Malgré tout, on a quand même mis 4 ans, 5 ans pour avoir des salariés, entre guillemets, où on a vraiment eu une équipe solide. Et je tenais à les remercier parce qu'aujourd'hui, notre société se développe grâce à eux. Sans eux, on ne serait pas un aujourd'hui. Mais j'ai su les comprendre, on a su les apprendre, on a su les récompenser quand il faut. En fait, le problème, c'est que dans une société, pour nous les privés, et pour n'importe qui, je pense, c'est le salarié qui est le nerf de la guerre. J'en parlais tout à l'heure à Seydou, je lui ai dit. Je lui ai dit que on peut être qui on veut, on peut s'appeler Macky Sall. S'il n'y a pas de gérance dans ces salariés, on ne pourra jamais rien faire. On peut être milliardaire, on peut être le plus intelligent du monde. Le nerf de la guerre, c'est les salariés. Il faut savoir comment les manager, il faut savoir comment les conditionner, il faut qu'ils se disent quoi? Je suis mieux avec lui qu'ailleurs. Je suis au Sénégal, mais j'ai de la chance d'avoir un gars comme ça qui me respecte, et j'ai de la chance, lui, il m'a amené un plus que je ne trouverais pas au Sénégal. En fait, dès que vous créez ça, créez une confiance. Les conditions voilà. de travail. Après, comme dit, voilà, on va watch Bopom. Après, je pense que, voilà, après tout, voilà, après tout va pour le mieux. Moi, enfin, nous, ça a marché. Après, je connais pas le Sénégalais en général, mais je pense que le Sénégalais, a priori, si ça marche avec voilà, nous, ça devrait marcher avec tout le monde. Le Sénégalais a ses défauts, mais il aime quand même le respect. Et il aime pas qu'on l'humilie ou qu'on soit au-dessus de lui. Un Sénégalais, en général, quand on sait le manager et qu'on lui montre une condition raisonnable, je pense qu'en général, après, c'est l'être humain qui est comme ça d'ailleurs. Dès qu'on manage quelqu'un correctement, je pense qu'en général, après, les relations sont plus souple, quoi. Alors, merci beaucoup, Ibrahima. Alors, il a sac à main, il a pas de voiture, il a rien, mais il est millionnaire, donc toi, t'es à côté. On n'a pas ce truc de, je suis plus riche que toi, je vais faire me prouver. Ici, malheureusement, comme je l'ai expliqué, quand je dis qu'on est conditionné, c'est les mentalités. Ici, par exemple, tu vas avoir des gens, un truc tout bête, tu vas avoir une personne qui va toucher peut-être 400 ou 500 000, qui a une petite voiture de fonction. Le gars va prendre un chauffeur, il va prendre un 4x4, il va prendre le dernier Getzner, il va descendre, bomber le torse, limite, il va plus aux toilettes. Je dis, mais en fait, le problème, c'est que, en fait, en fait, t'as quoi à prouver? En fait, ici, malheureusement, dès qu'il y a le minimum même c'est pas forcément de la réussite, mais dès qu'on a juste une petite classe sociale au-dessus, il faut qu'on montre aux gens que nous, on n'est pas comme toi. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant qu'il y a ça, en fait, c'est ça qui crée un déséquilibre dans le pays, ça crée des amalgames, ça crée vraiment une hiérarchie entre le truc, et c'est pas bon. En France, tu peux marcher n'importe où, tomber sur les gars, c'est des milliardaires, mais il est à côté de toi. Et tu ne sais même pas. Le gars, il est peut-être en claquette, il est peut-être normal. Mais ici, non. Ici, tout de suite, il faut qu'on sache, qui est patron de qui il a un 4x4, oh non, qui a un chauffeur, oh non, qui il a une bonne, qui il a un gardien. En fait, tout de suite, on catalogue le truc. Et après, des fois, ça crée une infériorité en nous-mêmes, et qui crée qu'après, ça crée des tensions. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est compliqué. Au Sénégal, ici, tu l'as dit, c'est bien de quitter la France. C'est bien de laisser les Français. Mais c'est les mentalités qui ne sont pas les mêmes. Les Chinois, par exemple, eux, c'est travailler. Moi, je suis parti en Chine. Il y a des sociétés où on a coupé le courant pour qu'ils arrêtent. T'imagines ou pas? Je suis parti un jour parce que je voyageais un petit peu là-bas. Il y a des machines. Il y a des coins, le gars, il arrive, il coupe le courant. Parce que l'État, il nous dit qu'il travaille 24 heures sur 24.
Parce que eux, ils ont ça en eux. Mais demain, on arrête de couper avec les Français. Moi, c'est mon but, c'est un rêve. Parce que aujourd'hui, comme tu as dit, on a des richesses que la France n'a même pas. Ouais. On a tout, que ce soit le poisson, que ce soit... J'ai fait le Simsaloum, j'ai voyagé, j'ai vu des trucs au Sénégal. Je me dis, mais c'est pas mon pays, ça. J'y croyais pas. J'y croyais pas. Je suis parti à Fadala, j'ai dit, mais on est où là? Je dis, je suis où? Ouais. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je suis où? Je sais mon pays, ça. Alors qu'il y a des pays, ils auraient construit des hôtels, ils auraient attiré du monde. En plus, le pire, c'est qu'en tant que président, tu peux attirer les investisseurs. Parce que la chance qu'on a dans ce pays, le Sénégal, c'est que c'est pas un pays de guerre. Il n'y a pas de détenus, c'est pas le Rwanda et Tutsi, les Hutus. On a quand même cette chance où on est comme un pays stable. Comme on a des guides religieux, quand même, des études qui sont là. Donc ça permet de stabiliser un pays. Donc l'investisseur, il craint pas de le faire. Mais quand je vois ça comme ça, on dit couper les pays, c'est bien couper de la France. Mais le problème, c'est quoi nos mentalités? Parce que le problème, c'est qu'un Sénégalais, tu vas ouvrir un truc à côté, il va te jalouser. Ouais. Il va te marabouter. Ouais. Il va te trahir. Non, c'est la réalité. Moi, par exemple, je suis parti au Maroc. Regarde la mentalité des Marocains. Les Marocains, ils sont en France. J'ai un ami à moi qui était au Maroc, qui a acheté une chicha. Ouais. Au Maroc, hein. Mais il a fait luxe. Qu'est-ce qui s'est passé? 6 mois après, un autre Marocain a fait plus beau, mais à côté. Mais le pays, il va se développer, il va pas se développer. Il va. Est-ce que tu vois ce que je dis? Donc, en fait, c'est cette mentalité que nous, on n'a pas. En France, par exemple, pareil. En France, tu ouvres un commerce. Déjà, on vient t'encourager. On se dit, un immigré, au lieu de traîner dans les... Parce que nous, là-bas, on est considérés comme des vendeurs de drogue, comme des mecs de quartier, comme des immigrés. Bon, de toute façon, ça peut l'actualité comme ça en France, tu vois. Les Noirs et les Arabes, on est tous catalogués. Mais quand on voit un Africain qui ouvre un magasin, un projet, ils arrivent. En fait, ils y croient pas. Ouais. Il a fait ça. Mais écoutez, vous êtes financé par l'État. Vous payez pas de loyer. On va vous exonérer. Tu vois, en fait, tout de suite, on est accueillis. En fait, on a ce... Mais ici, c'est oh là là. Puis lui, il est là. Doubarde. Qui est des Amkhalid. Qui est magnifique. Et puis même, on va aller plus loin pour voir. Est-ce que toi, tu soutiens le gouvernement? Merci. Si tu as des projets que le leader local. Il fait tout pour que ça... Nous, par exemple, on a créé la société. Moi, j'aurais aimé que les gens viennent me dire... Ils le disent. Oui, c'est beau. Un Français, il est venu au Sénégal. Des fois, un Bissek Khalesbi. C'est bien ça. Mais ils n'ont rien à foutre. Au début, c'est juste la parole. Après, c'est... il vient, il prend notre argent. Ou bien, pourquoi lui, il a, moi, j'ai pas. Et toi, tu poses 5 fois ton front sur le sol par jour. En fait, c'est des mentalités où je comprends pas. Si Dieu, il donne, est-ce que toi, tu peux lui enlever? Et au-delà de ça, jalouse-le, mais dans les meilleures conditions. Lui, il l'a fait. Moi, je vais le faire. Mieux que lui. Moi, malheureusement, c'est comme ça. Alors, on va terminer l'émission avec des solutions. Franchement, moi, il y a 2 choses. Il y a la détermination, la volonté et le tout-puissant. Franchement, c'est les 3 choses sur lesquelles je compte. Je pense que dans la vie, à bout d'un moment, il faut toujours arrêter de se lamenter, de dire ouais, c'est à cause de lui, tel gouvernement. Sinon, je pense qu'on ne réussira jamais. On réussira jamais. Donc, je pense qu'il faut venir, il faut à un moment se dire, écoutez, j'ai un objectif, je me le fixe, j'ai une ligne droite, il faut que j'y arrive. Si j'y arrive pas, et c'est normal, il y aura des embûches. Mais ces embûches-là, il faut que ça te rende plus fort. Il faut que ça te rende déterminé, te dire que grâce à ça, mais il faut toujours que tu aies à l'horizon ton objectif. Et les embûches sont là parce que c'est les embûches en général qui nous rendent plus forts. C'est les embûches qui nous forgent une force et une détermination. Et sachant que ça n'existe pas. Un patron, un entrepreneur, ça n'existe pas. Quelqu'un qui réussit sans souffrir. Je n'ai jamais vu. Ouais. Ou quelqu'un qui réussit sans avoir des embûches. Je n'ai jamais vu. Parce que c'est grâce à ces embûches et à ces zigzags-là qu'on arrive à s'en sortir plus tard. Donc voilà, maintenant, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est juste, se battre. On va dire c'est malheureux, mais compter que sur soi-même, sur ses salariés, parce que c'est les salariés aussi qui sont le nerf de la guerre, parce que sans eux, on peut rien faire. On peut s'appeler Bill Gates. Et qu'est-ce que tu attends de l'administration sénégalaise, de l'État sénégalais? D'ouvrir les yeux, parce que moi aujourd'hui je suis là, voilà, et je sais qu'il y en a plein qui veulent venir, et je sais que comme on dit souvent, c'est avec des miettes de pain qu'on fait une baguette. Ouais. Donc aujourd'hui, moi je viens, l'autre vient. L'économie du pays se développe. Aujourd'hui, nous, on est dans le transport. Voilà, c'est pas pour jeter des fleurs, mais dans les régions dans lesquelles on est, on voit que les gens changent de mentalité parce qu'ils sont obligés de s'aligner à nous pour avoir ces clients-là. Donc ça, plus ça. Le calcul est vite fait. 2 plus 2, ça fait 4. Donc si si l'État pouvait plus essayer de faciliter la venue des expatriés, exemple des exonérations de douane ou bien des ouvertures comme c'était là au Rwanda. Au Rwanda, ils ont rentré $1 milliard cette année. Tout ce qui est investisseur. $1 milliard. Vous imaginez, tout ce qui est investisseur, c'est gratuit. Venez. Ouais. Venez, c'est gratuit. Tu veux faire quoi? Tu veux un poste? Tiens. Tu veux un terrain? Tiens. Tu veux une maison? Tiens. Gratuit. Mais c'est qui avance? C'est le Sénégal qui gagne. Mais si on est là, égoïsme, jalousie. Mais après, maintenant, comme je l'ai dit, tout se dit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est malheureux, mais c'est le Sénégalais
On est comme ça. Après, voilà, peut-être qu'avec le temps, avec les mentalités, avec les générations, je pense que ça changera un petit peu. Nous, on est là, on va essayer de mettre notre pierre à l'édifice, un petit peu la petite goutte d'eau dans l'océan. Mais voilà, après, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'avec le temps, les mentalités changeront. Mais c'est très dur. Les conditions que j'ai énumérées tout à l'heure, c'est qu'on est comme ça. Il faut connaître la personne. Il faut connaître qui on est, dans quoi on est, dans quel pays on est. Ouais. Le Ghana, les mentalités, c'est pas les mêmes mentalités que le Sénégalais. Les Chinois, c'est pas les mêmes mentalités que le Français. Le Français, c'est pas les mêmes mentalités que le Sénégalais. Donc tout ça, c'est des choses. Il faut qu'on se baisse. C'est malheureux, mais voilà, avec un peu de courage et d'espoir, je pense qu'on peut y arriver. Alors, rapidement. Très rapidement.